Pardon, excusez-moi. Chers étudiants, chers enseignants, chers amis, Monsieur Guis, bienvenue à cette première conférence de l'année 2024 de Politeia. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que nous recevons ce soir Monsieur Philippe Guis, ancien directeur général de Total E&P UK et aussi chargé de cours à l'ICES. La conférence que nous vous proposons ce soir a pour thème la gestion d'une situation de crise. À travers son expérience, Philippe Guis aura à cœur de nous partager son savoir, sa vision des situations de crise qu'il a pu vivre. Retraçant la fuite de gaz en mer du Nord en 2012, Philippe Guis vous expliquera l'importance des maîtres mots que sont anticipation et communication dans la gestion de crise. Alors, j'adresse mes remerciements à Monsieur Guis pour avoir accepté notre invitation. Je remercie aussi très chaleureusement Paul Nicou, Sacha Perrodo et Com Gaudio pour l'organisation de cette conférence. Et je remercie aussi et surtout l'ICES et ses équipes de nous faire confiance et de nous accompagner tout au long de l'année dans la concrétisation de nos projets et de nos conférences. Alors, chers étudiants, chers enseignants, chers publics, chers amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée et une très très bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous, mon général, messieurs les directeurs, chers étudiants, certains qui m'ont peut-être déjà vu, et vous allez avoir un bis repetita peut-être de ce que vous connaissez. On a décidé de commencer tout de suite par vous montrer une vidéo, mais je vais vous la contextualiser parce que c'est important. Cette vidéo a été tournée lors de la gestion d'une crise que j'ai eu à faire en mer du Nord, justement, à Aberdeen en 2012, lorsque j'étais directeur général de Total Exploration Production en Grande-Bretagne. Nous étions en pleine gestion de crise quand Total Énergie, le siège à Paris, a trouvé très bon d'envoyer une équipe de journalistes pour tourner cette vidéo et me faire dire effectivement quels étaient les points importants de la gestion d'une crise. Alors, vous allez excuser parce que peut-être que ce n'est pas toujours très clair, mais j'ai fait le maximum dans cette petite vidéo de 5 minutes pour expliquer des points importants que je vous préciserai après dans mon exposé, qui ne durera pas très longtemps, mais vous allez donc avoir tout de suite l'ambiance, l'atmosphère et des conseils sur ce qui doit être fait et comment, enfin quelques clés pour gérer et communiquer pendant une crise. Donc, si la régie veut bien passer la vidéo maintenant, je reprendrai la parole après. We are meeting, and I wanted to give you some information because yesterday we achieved a key milestone in the investigation of our incident. En prenant la direction de Total EP UK il y a 6 mois, Philippe Guis ne savait pas nécessairement qu'il aurait à affronter une crise majeure. Comment faire face? 5 enseignements tirés d'un management de crise. La clé du succès dans une opération comme ça, c'est la préparation. C'est d'avoir les procédures, c'est de les avoir éprouvées et c'est de les avoir pratiquées. La gestion d'une crise comme ça, elle ne peut se faire dans les premiers instants que si on a acquis un certain nombre d'automatismes et les exercices sont pour ça indispensables. On simule un incendie, on simule un problème, on simule une grosse catastrophe quelque part et on s'organise comme si on avait à réagir. Et les exercices, on en a fait 2 depuis que je suis là. Le 3e devait avoir lieu dans les semaines qui viennent. Malheureusement, le 3e a été l'exercice réel. Et ça, je veux dire, si on n'avait pas fait ces 2 premiers exercices, on aurait été dans une situation beaucoup plus difficile pour tout le monde. I think you're seeing here almost the configuration we are handling since the beginning of the crisis with the
Ce qu'on prépare dans les exercices, c'est effectivement le court terme, c'est-à-dire les premiers jours d'intervention, l'organisation qui doit se mettre en place. Les choses qu'on apprend dans une crise en grandeur réelle, c'est le long terme. Et garder une énergie pour les équipes qu'on mobilise, c'est toujours difficile, parce que les gens ont toujours tendance à se surpasser, à vouloir être dans l'action tout le temps, et ne vont pas se rendre compte qu'ils vont commencer à fatiguer. C'est tout le travail effectivement du management et de crise, c'est de voir plus loin, de faire des scénarios dans lesquels on imagine que la crise peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour pouvoir gérer la crise dans le long terme et continuer à assurer les opérations courantes. Très vite, on dresse une liste justement des gens qui doivent être prévenus. Bien entendu, les premières instances qu'on prévient, ce sont les instances de régulation. Il y a le HSE, qui est l'instance qui gère les règles de sécurité. Il y a la police, il y a le département de l'énergie, le ministre de l'énergie et du climate change. Il y a les instances d'intervention pour la pollution marine. We know how important it is for you, as well as the full Scottish government to be aware of what's going on. I just want to brief you and cette transmission d'informations, c'est un travail de tous les jours. Je vous rappelle qu'ici, en Écosse, le département de l'énergie a la possibilité de prendre en charge le commandement des opérations. S'ils estiment que l'on n'est pas transparent suffisamment sur ce que l'on fait, ils peuvent très bien venir installer une équipe complète qui vont gérer la crise à leur manière, en donnant l'information qu'ils veulent. Et c'est une chose qui peut encore arriver, même maintenant, si nous ne les avions pas convaincus que ce que l'on fait est ce qu'on peut faire de mieux en matière de communication et de transmission d'informations. Cette crise est une crise difficile. Elle est difficile parce que l'événement est important. L'événement a été médiatisé très vite et il intervient dans un pays qui est considéré comme étant exemplaire en matière de sécurité. Il y a un côté responsabilité et légal qu'il va falloir assurer. On est en train de mettre en place une structure spéciale pour faire une enquête interne de façon à pouvoir répondre aux questions qui vont être nécessairement posées. On sait que le HSE va organiser une enquête assez rapidement, dès qu'ils auront le sentiment qu'on est dans une situation un peu plus stable. Donc c'est lourd, effectivement, il y a beaucoup de choses à penser. C'est pas facile, c'est un travail qu'on sait être de longue haleine, sur lequel tout le monde est mobilisé et pour lequel, effectivement, on a besoin des ressources du groupe pour nous aider sur de nombreux points. Toujours reporté à moi jusqu'à ce que le puits soit tué d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même une équipe qui réfléchisse sur les workovers. Dans une situation comme ça, on ne peut pas se débrouiller effectivement tout seul tout de suite. Et c'est important d'avoir des gens qu'on puisse identifier et qui puissent venir vous aider. Les opérations encore pour tuer le puits, au mieux, elles sont terminées, on va dire, à avril, début mai. Dans le domaine du forage, il y a déjà une force d'intervention rapide qui immédiatement, dans un cas de blowout par exemple, ou de fuite incontrôlée comme c'est notre cas, ont déjà identifié les 5 ou 6 personnes qui vont immédiatement se mobiliser, où qu'ils soient, de par le monde, de par leurs compétences, se mobiliser pour venir joindre les équipes de forage locales pour pouvoir intervenir. Et c'est ce qui est passé. On a eu immédiatement un Mike Ryan qui était le responsable de cette task force. On a eu des gens qui venaient d'Égypte, on a eu des gens qui venaient de Pau. On mobilise les troupes et là, la force d'un groupe comme Total est extraordinaire pour rassembler les gens. It's tremendous. I mean, really, the group is just behind all of us to get these things worked out. And once again, thank you for your effort and support on that situation. Thank you very much. Alors, vous avez compris qu'il s'agissait d'une fuite de gaz incontrôlée
sur une plateforme en mer du Nord. Et une fuite de gaz, ça s'appelle un blowout. C'est quand on ne maîtrise plus les hydrocarbures qu'on est censé supposer faire sortir de la Terre et qu'elles sortent toutes seules. Alors, c'est arrivé sur une plateforme qui était en production déjà depuis une dizaine d'années, puisque c'est arrivé en 2012, et la production de cette plateforme avait commencé en 2000. Je vous expliquerai, si on a le temps, un peu plus le détail, mais vous avez déjà ici un certain nombre d'éléments. Je vais prendre un certain nombre d'éléments sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en fait, si je me réjouis aujourd'hui de partager avec vous mes quelques expériences de gestion de crise et de communication de crise, c'est parce que je pense que c'est un sujet très important et que chacun d'entre nous, je pense, aura à gérer des crises, qu'elles soient économiques, juridiques, techniques. Dans le cours de votre carrière, vous en aurez. J'ai commencé comme ingénieur forage pétrolier chez Total en 1980. Et après une vingtaine d'années dans ce métier-là, j'étais vice-président forage pour le monde de Total. Puis ensuite, j'ai pris la direction générale de 3 filiales successivement au Venezuela pendant 4 ans, ensuite à Doha au Qatar pendant 5 ans, et ensuite j'ai terminé donc à Aberdeen en Écosse pour le UK. Donc c'est pendant ces périodes-là essentiellement que j'ai vécu ces expériences que je vais partager avec vous et répondre à vos questions, bien sûr, quand j'en aurai terminé. Alors ça ne va pas durer très longtemps parce que mon exposé, je n'ai que 5 slides. J'ai essayé de résumer au maximum l'enseignement que je fais ici sur 12 heures ou 18 heures, ça dépend. Hein. Mais je pense que vous aurez là l'essence même de ce qu'est une bonne communication, une bonne gestion de crise. Et je dirais que... alors, oui, ça va. On va commencer par, d'abord, vous en connaissez sûrement des crises, on en a tous entendu parler à un moment ou à un autre, il y en a eu beaucoup, mais qu'est-ce que c'est qu'une crise? Alors, il faut différencier la crise de la situation d'urgence. Un accident de voiture sur une route, il peut y avoir des blessés, ça va se gérer avec les pompiers, on est tous au courant de ce qu'il faut faire, c'est une situation d'urgence, c'est pas une situation de crise. Si si effectivement c'est je ne sais pas si c'est un transporteur d'hydrocarbures dont le camion se renverse sur la route, bon, ça reste encore une urgence. Si après ça, la cargaison de ce chargement commence à se répandre sur la route et puis commence à polluer le ruisseau voisin, on commence à rentrer dans une situation où on va être obligé de peut-être déclencher la cellule de crise. La crise, en fait, c'est un événement souvent inattendu, qui met en péril la réputation et la stabilité de l'entreprise. Et ça, c'est très important. C'est la réputation et la stabilité de l'entreprise qui est mise en jeu pendant la crise, et elle peut venir d'un incident qui va escalader, hein, dans le sens où il va s'amplifier, d'allégations, de rumeurs, de critiques qui ont été faites, ou d'une série de dysfonctionnements qui sont en fait les points faibles et les points qui vous permettent peut-être de dire attention, là on va vers une crise. Mais c'est toujours un événement qui met en péril la réputation et la stabilité de l'entreprise. Ça veut dire que nécessairement il va y avoir un impact médiatique fort et que vous allez avoir à faire et à répondre à des questions et à expliquer ce que vous avez fait, parce qu'il y aura peut-être de plus en plus de gens qui vont être
qui vont être concernées. Des crises, on en connaît tous. Une dont je peux parler, c'est bien sûr le Deepwater Horizon, la pollution et le rig qui est le rig de forage de BP dans le golfe du Mexique en 2010. Vous vous rappelez de cet incident où une dizaine de personnes ont été tuées lors d'une éruption incontrôlée, un blowout, tout simplement. Mais là, le blowout était beaucoup plus dramatique puisque la plateforme a pris feu, la plateforme a coulé et il y a eu une pollution qui a duré pendant plus de 3 mois. Une pollution marine. C'est un exemple de crise qui a été mal gérée sous certains aspects. On en reparlera si on veut pour donner quelques exemples. Et c'est aussi un peu comme Lactalis. Vous vous souvenez de Lactalis, le lait pour les enfants, le lait pour bébés, hein, l'usine du Craon à côté de Rennes, de Lactalis, avec l'empoisonnement d'une trentaine d'enfants, de petits-enfants. Et la réaction de Lactalis est là aussi exemplaire de ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va l'étudier en fonction de ce que je vais vous dire. Pourquoi c'était exemplaire? Parce que vous allez voir, tout a été fait en dépit du bon sens et visiblement, il n'y avait pas eu d'anticipation. Alors, comme je l'ai dit, une situation d'urgence peut se terminer en une véritable crise. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une crise, ça peut frapper n'importe qui, n'importe quelle entreprise, n'importe où, n'importe quand. Je travaille dans une entreprise internationale, la crise peut être générée dans un lieu géographique qui est loin de Paris, hein, c'est pas nécessairement en France. Et plus on est grand en entreprise, plus on tombe de haut. On peut le dire. Ça touche n'importe quelle entreprise, les petites comme les grandes, et il ne faut surtout pas se dire oh ben non, ça ne peut pas nous arriver, ça. Non, ça ne nous arrivera pas. Hein, bon. Ou alors, ah ben si ça nous arrive, bon, on fera, on se débrouillera, quoi, hein, on saura quoi faire. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je vais vous dire, quand vous êtes dans une situation de crise, vous n'avez pas le temps de réfléchir dans les premiers jours. Vous ne pouvez pas réfléchir à tout et penser à tout. Et c'est là où on commet les pires erreurs. Donc il faut absolument que vous vous disiez ça peut m'arriver et on verra comment on va aborder le sujet. Donc les crises sont inattendues, hein, je vous l'ai dit, provoquent des incertitudes, des menaces. Et la gestion, bien gérer une crise, ça commence aujourd'hui. Ça commence quand l'entreprise va bien. Tout va bien, c'est là qu'on a le temps de préparer les crises, c'est là qu'on a le temps d'étudier ce qui peut se passer sur votre entreprise. La gestion d'une crise ne peut pas être externalisée. C'est vous, l'entreprise, le directeur d'entreprise, le PDG, qui va être obligé de vous présenter devant les médias, de dire ce qui s'est passé, de raconter pourquoi vous avez contaminé des enfants. Et voilà, c'est votre responsabilité en tant que dirigeant. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est important et qui sera demandé. Les journalistes ne veulent pas parler à Pierre-Paul ou Jacques de l'entreprise. Ils veulent que ce soit les dirigeants, les personnes qui sont responsables qui parlent. Donc la crise ne peut pas être externalisée. Vous pouvez avoir les meilleurs consultants possibles. Vous pouvez m'appeler. Moi je serais incapable de gérer une crise sur laquelle je n'ai rien préparé. Je pourrais vous donner des conseils, mais je ne pourrais pas la gérer pour vous et intervenir pour vous auprès des médias. La communication est super importante. Elle doit être fondée sur les faits. Et ça, on va voir. Il va falloir bien les identifier. Et Warren Buffett, que vous voyez ici, il dit vous pouvez passer 25 ans à construire votre réputation et vous pouvez la perdre en quelques heures. Et quand vous pensez à ça, vous voyez les choses différemment.
parce que regardez le petit graphe de la chute de BP au moment de leur incident dans le golfe du Mexique. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur, oui, enfin vous le voyez, là-bas au fond, c'est la courbe rouge. Le jour où c'est arrivé, l'action de BP a perdu près de 50% de sa valeur. BP était une compagnie qui, au moment de cet incident, a été convoitée par de nombreuses autres compagnies, Exxon, Total, qui convoitaient de racheter BP à ce moment-là, parce que ils avaient perdu toute leur valeur. Donc BP a très vite perdu cette valeur et a eu du mal à se remettre. Ils sont arrivés à peu près 2 ans après, en 2012, à avoir à peu près 60% de la valeur qu'ils avaient au moment de l'incident. Donc, rappelez-vous, ça arrive à tout le monde et il faut être préparé. Et c'est bien pour ça que dans la crise, pour faire une bonne gestion de crise, la seule chose que vous pouvez faire, c'est la crise se divise en 3 phases. Et la première phase est la plus importante, c'est la préparation de la crise, l'anticipation. Donc on va voir très vite. Alors, j'arrive pas à passer à la suivante. Non, bon, ah voilà, c'est bon, je vais peut-être pas. Alors, je suis allé trop loin. Voilà, l'après-crise, parfait. Donc, comment on se prépare à gérer une crise? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'avoir un plan, ce qu'on appelle un plan de gestion de crise. En anglais, c'est le Crisis Management Plan, que l'on va élaborer en temps de paix, j'allais dire au moment où tout se passe bien. On est une entreprise, on fabrique des produits chimiques assez toxiques. Eh bien, on va se dire qu'est-ce qui peut se passer avec ces produits chimiques au moment du transport, au moment de la mise en sac, au moment de l'export international. On va prendre toutes ces situations à risque et on va dire, s'il arrive quelque chose au camion qui transporte ces produits alors qu'il est sur la route, qu'est-ce qu'on peut faire? Si jamais ça se répand, il risque d'y avoir une pollution marine, pollution de l'air. Alors, comment on va réagir? Et on fait le scénario, et on déroule le scénario jusqu'au bout. Donc, la première chose à faire, et ça c'est un exercice que l'on fait quand on fait le cours complet, on fait une analyse de risque. Quels sont les risques et comment va-t-on les mitiger pour diminuer au maximum les dangers qu'ils peuvent créer? Si, je reprends cet exemple, si vous êtes transporteur d'hydrocarbures et que vous avez un méthanier ou qui perd sa puissance et qui va s'échouer sur des rochers, bon, jusque-là, c'est encore un accident. Si c'est en pleine tempête et que ce méthanier est en train d'être drossé contre les rochers et que petit à petit, il y a une brèche qui s'ouvre, là, vous avez une pollution. Vous commencez à avoir une pollution. Et vous allez, là, rentrer dans le système de crise. Vous voyez? Donc là, donc ce risque-là, il faut l'intégrer et dire, eh ben, qu'est-ce qu'on fait si le méthanier, si l'ouverture de brèche s'ouvre dans le méthanier, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Et c'est ce qu'on en a fait après les incidents de la Moco Cadiz ou de l'Erika. Ce qui a été décidé, c'est que pour limiter les risques, eh bien maintenant, tous les méthaniers avaient des doubles coques. Donc si la première coque se perce, ça n'implique pas un déversement des hydrocarbures parce qu'il y a une double coque. Voilà. Donc on essaye de limiter les conséquences de ces risques et on les intègre dans le CMP, dans le plan de gestion de crise. Et une fois que vous avez... Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des risques qui soient de toute nature, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les étudier tous. Alors, on ne va peut-être pas étudier tous les risques, mais on va étudier des catégories de risques, et on va essayer de diminuer la possibilité de ce risque avant, quand tout va bien.
Donc cet exercice-là est très utile parce qu'au moment, si jamais le risque et l'accident arrive et la crise commence, vous aurez des éléments pour répondre en disant oui, on y a pensé, on a fait ça, pour éviter ça, mais malheureusement, bon, il y a quelque chose qui se passait différemment et on se retrouve effectivement dans une crise et voilà. Bon. Donc, une fois que vous avez votre plan, que vous avez établi avec votre équipe, là, ce qu'il vous faut, c'est une équipe aussi. Donc, la plupart du temps, dans une entreprise, c'est l'équipe dirigeante, les directeurs, qu'ils soient des ressources humaines, de la communication, des opérations, qui vont être les acteurs et qui vont gérer cette crise. Alors c'est très bien, parce que d'abord, ils ont participé à la préparation du plan, et puis ensuite, ils vont faire partie de l'équipe. Donc selon le type de crise, vous allez, en tant que directeur de la cellule de crise, vous allez décider d'avoir tout le monde avec vous, vous allez décider d'avoir seulement une petite partie, vous n'avez peut-être pas besoin de tout le monde tout le temps. Tout ça s'adapte en fonction de la crise. Si c'est purement technique, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de votre juriste tout de suite, donc vous allez vous organiser de manière à avoir les gens qui sont importants. Et cette Crisis Management Team, l'équipe de gestion de la crise, eh bien, il faut qu'elle soit disponible rapidement et qu'on puisse la contacter dès que la crise est arrivée, surtout si c'est à la suite d'une urgence, sans attendre. Donc, il faut non seulement avoir des gens qui ont été bien nommés à leur poste, mais aussi des remplaçants. Parce que la crise, elle peut arriver quand vous avez la moitié de votre équipe qui est en vacances. En fait, en général, vous n'envoyez jamais la moitié de votre équipe en vacances en même temps. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient des remplaçants qui soient correctement formés. Et la formation de cette équipe, elle se fait comment? Elle se fait en faisant des exercices réguliers. Alors, moi je dis une fois par an, hein, quand une équipe est bien rodée, une fois par an ou 2 fois par an, ça suffit. Hein. Et on fait des scénarios. Là, on appelle des gens qui vont faire qui vont vous aider, parce qu'ils vont jouer des rôles, ils vont jouer le rôle des parties prenantes extérieures, etc. Et on va développer un scénario et qui petit à petit c'est ce qu'on fait dans l'exercice que l'on fait lors du cours. Hein. Et maintenant, si vous appelez votre directeur des ressources humaines et qu'il n'est pas là parce qu'il est parti en vacances aux Caraïbes, bon, c'est son droit. Hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un que vous puissiez appeler. Donc, n'oubliez pas d'avoir toujours quelqu'un correctement formé. Et ce qui est important, c'est que dans votre plan que vous avez préparé, vous devez avoir identifié tous ces gens. Tous les gens qui vont faire partie de la crise, toutes les parties prenantes que vous aurez à appeler ou à prévenir que vous avez un problème. Les parties prenantes, c'est vos partenaires, c'est ceux qui ont... c'est le maire du village, si vous êtes dans un endroit, c'est la police, enfin tous les gens. Vous devez avoir un catalogue complet des personnes en interne, des parties prenantes en interne comme en externe, avec leur numéro de téléphone, leur contact, etc. Le jour où on a eu le blowout en mer du Nord, j'avais ma liste de stakeholders, enfin de parties prenantes. Et le lendemain, c'est arrivé un dimanche, le lendemain après-midi, on en avait déjà beaucoup fait, quoi. Hein. J'ai tout d'un coup un coup de téléphone de l'ambassadeur de France à Londres que j'avais oublié de prévenir. Et oui, j'avais prévenu le ministre de l'énergie écossais, le ministre de l'énergie machin, tous les partenaires enfin bon, on avait prévenu tous les gens, mais lui, voilà, j'avais zappé, quoi. Hein. Ça lui a pas plu du tout, quoi. Hein. Alors quand je vais vous dire que c'était Bernard Rémier qui ensuite a pris des
position bien différente. Je ne lui avais pas fait remonter l'information, d'ailleurs. Bon, c'est peut-être... Ouais, il est peut-être habitué à ça, j'en sais rien. Mais bon. Mais le fait est que j'avais oublié. Bon, eh ben, il n'était pas content. Parce que quand vous avez une crise, des parties prenantes, vous allez en avoir partout. Surtout quand vous avez une intoxication alimentaire, comme Lactalis, ou que vous avez un fast-food, je ne sais pas moi, Burger King, etc., qui peut avoir des implications. Tout le monde va être concerné. Tout le monde est allé manger au moins une fois dans un Burger King. Tout le monde va dire, mais on veut savoir. Est-ce que c'est partout dans tous les... Voilà. Donc là, vous allez avoir une multitude de gens qui vont venir demander. Donc vous avez intérêt à avoir une liste qui soit déjà toute faite. C'est comme je vous dis, quand vous avez un accident, vous ne vous posez pas la question, vous faites le 18 ou vous faites le 15 et vous appelez les gens tout de suite. Et vous le savez, ça. Alors ça, c'est facile. Mais quand vous avez beaucoup de gens à prévenir, il y aura toujours quelqu'un qui dira « Mais pourquoi je ne suis pas prévenu ? Je suis concerné. » Voilà. Alors, pour aller aussi un peu plus loin dans la préparation, il est bon de préparer des messages. Les premiers messages, les premiers communiqués de presse que vous allez faire, il faut qu'ils soient préparés, parce que souvent dans les entreprises et dans les organisations, communiquer, ça relève d'une procédure qui est assez longue. Il faut que le communiqué soit accepté par les juristes. Il faut alors, ça, c'est pour les grosses entreprises. Mais si vous avez un communiqué un peu, pas laconique, hein, mais tout préparé, vous n'allez pas vous poser la question et vous allez pouvoir communiquer très vite. Et vous allez voir que c'est ça l'important. Il faut garder la main. Donc, la préparation, l'anticipation, l'analyse des risques, c'est la chose importante. Oui, il faut que je sois plus rapide moi aussi. Hein. Alors, donc, soyez rapide. Essayez d'avoir une réponse initiale dans la première heure. Si vous ne gardez pas les mains sur l'affaire, vous allez être dépassé et les journalistes vont inventer des choses parce qu'ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'informations et si vous ne leur dites pas ce qui se passe, ils vont faire leur histoire et ensuite vous ne pourrez plus revenir en arrière et puis cette histoire-là sera considérée comme la vraie. Lorsque vous êtes dans la crise, rappelez-vous, la règle d'or, c'est PERL. PERL, c'est un acronyme en anglais. P, c'est l'ordre dans lequel vous devez attaquer les choses. P, ce sont les personnes, people. Ce sont les gens. Il faut d'abord sauver les gens. Il faut éviter que d'autres personnes ne soient blessées. Il faut s'assurer que tout le monde, les personnes humaines, tout le monde soit pris en charge et que c'est votre première priorité. Ensuite, votre deuxième priorité, c'est le E. Vous allez le deviner, c'est le E de environnement. Protéger l'environnement. Il faut tout faire pour protéger l'environnement. C'est important et ça concerne tout le monde. Donc si vous polluez, eh bien, vous touchez beaucoup de personnes. Le A, c'est le A de asset. Asset, c'est si vous avez votre maison qui brûle, vous faites dégager vos enfants, vous enlevez toutes les personnes qui sont dedans. Ensuite, vous assurez que si vous avez des produits toxiques, on espère qu'ils ne vont pas brûler ou qu'ils ne vont pas. Donc, vous essayez de les éloigner. Et puis, après, vous essayez de sauver votre maison. C'est ça l'asset. C'est votre outil de travail, c'est votre maison qui brûle et que vous ne voulez pas qu'elle brûle complètement. Ensuite, R, pour une entreprise, essentiellement, c'est la réputation. La réputation, comme je l'ai dit, on peut la perdre très vite à la suite d'une crise mal gérée. Donc, attachez-vous au moment de la gestion de crise à essayer de restaurer, tant que faire se peut, rapidement votre réputation. Et elle, c'est le dernier. C'est le légal, c'est la liability. Qui est responsable ? Voilà. On reviendra là-dessus dans les questions, hein, mais c'est la dernière chose à faire, et pas la première comme l'a fait BP au moment du Golfe of Mexico, ou comme l'a fait Lactalis avec le laboratoire Eurofins, hein, qu'ils ont accusé d'avoir fait des tas d'analyses et qui n'ont pas trouvé que c'était contaminé.
Voilà, utilisez tous les canaux de communication possibles, on en reparlera, les médias sociaux, vous répondez, parce qu'à l'heure actuelle, ça va très très vite. Vous voyez le petit truc là en bas, là, où vous voyez la crise arrive, en 1 heure, c'est déjà sur les réseaux, en 24 heures, ça arrive enfin dans les journaux, mais ça va très très vite. Donc, utilisez ces mêmes moyens pour le faire. Exprimer de l'empathie et de la compassion pour les victimes. Ça, c'est important. Et n'oubliez pas d'inclure les employés dans la réponse initiale. Vous avez vu dans la vidéo, je parle aux employés et ils sont prêts à vous aider à partir du moment où vous les impliquez et à être vos premiers défenseurs. Et puis, bien sûr, soutenir les familles qui ont été touchées par le problème. Dites tout, dites-le vite, mais dites-le honnêtement. On reviendra sur ce sujet-là. Honnêtement. N'allez pas essayer de cacher quelque chose. À l'heure actuelle, vous ne pouvez plus rien cacher. Quand Lactalis a eu son problème, les journalistes sont allés vérifier et ils ont trouvé qu'en 2005, soit 12 ans auparavant, il y avait eu un même problème sur la tour qui fabriquait le lait des bébés. Hein. Donc, dites-le honnêtement. Enfin, la dernière phase, et je terminerai là-dessus, qui est tout aussi importante, c'est de... si pendant la situation de crise, vous avez dit à vos gens et aux médias, ça ne se reproduira plus, on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus, eh bien, après la crise, montrez que vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça ne se reproduise plus. Ils vont attendre, s'ils oublient très vite, ils reviendront vite, surtout si vous avez encore un problème. Et il faut donc les tenir informés de ce que vous avez promis. Et informer aussi vos stakeholders, hein, vos parties prenantes, hein, parce que sinon, eux aussi, ils ont des billes peut-être dans l'usine, et ça les intéresse quand même de savoir s'ils vont récupérer un petit peu ou si c'est voué à l'échec. Et ensuite, faire le cercle vertueux, d'analyser ce qui s'est passé, d'en tirer les leçons, et de réintégrer ça dans votre plan blowout. Et surtout, si vous avez eu des victimes, c'est arrivé. Concordia, le fameux bateau italien là, qui était sur les rochers, là, parce que le capitaine voulait saluer un gars qui prenait l'apéritif à terre, ils ont 1 an après voulu faire un mémorial et puis commémorer l'anniversaire sur l'endroit même. Les familles ont été outrées et ont interdit de le faire. Bon, on ne décide pas comme ça, ça c'est un manque d'empathie, c'est un manque de compassion, et c'est absolument en dehors de toutes les règles. Donc il y a des règles simples, on va en reparler, mais voilà ce que je voulais dire. La préparation, pendant la crise, allez vite, dites tout, dites-le vite, dites-le honnêtement, et avec conviction, et l'après-crise, eh bien, il faut faire le nécessaire pour délivrer ce que vous aviez promis de délivrer. Voilà. Donc maintenant, écoutez, moi j'ai assez parlé, même trop. Allez, Paul. Bonjour à toutes et à tous. On va maintenant poursuivre avec une forme d'entretien sous forme de questions-réponses avec Monsieur Guis. Des questions que l'on a pu concocter avec l'ensemble de l'association Politeia. Par ailleurs, à l'issue de cela, vous aurez la possibilité de poser vos questions, donc n'hésitez pas. Commençons tout de suite, monsieur. Oui. J'aimerais rebondir par rapport à la vidéo et votre gestion de la crise en mer du Nord de 2012. Comment l'anticipation a-t-elle joué un rôle crucial dans la gestion de la fuite de gaz? Et tout cela selon votre expérience. Alors, vous l'avez compris, l'anticipation est effectivement la clé du sujet. Dans la vidéo, je dis, je venais de prendre mon poste, c'était en octobre, et je prends mon poste, je m'aperçois que dans mon équipe, on était 6 du comité directeur à avoir changé, dont moi, et par expérience, je savais qu'il y avait que les plans d'urgence,
les CMP, le Crisis Management Plan, ils changent d'une filiale à l'autre. Donc quand vous partez d'un pays, moi j'arrivais du Qatar, j'arrive à Aberdeen, je sais par expérience que les plans ne sont pas les mêmes. Donc il fallait que je me familiarise avec ce plan, ainsi que la moitié de mon comité de direction qui était arrivé en même temps que moi. Donc j'ai décidé tout de suite de faire un premier exercice. Le plan existait, hein, le plan, il avait été fait par mes prédécesseurs, bien sûr. Hein. Donc on a fait un premier exercice qui ne s'est pas très bien passé. Enfin, moi, j'étais pas content, et puis j'étais pas satisfait. On a appris beaucoup de choses. Par exemple, dans cet exercice, on vous dit bon, ben, il y a les journalistes. La BBC est aux portes de l'usine, là, ou des bureaux, et ils demandent un interview pour 18 heures. Les moyens de communication sont pas les mêmes. On dit mais qui va aller parler? Qui va aller parler? Vous pouvez avoir un porte-parole dans les premiers temps, vous pouvez avoir quelqu'un, mais normalement il faut le définir à l'avance. La première intervention peut être une intervention faite par un porte-parole, même le directeur de la communication. Attention, la première intervention. À un moment ou à un autre, il faudra bien que ce soit le directeur, le responsable. Donc là, on a fait ce premier exercice, je n'étais pas satisfait, et j'ai dit, on va refaire un autre. Donc un mois après, on en refait un autre, c'était début janvier, on fait un autre. Ah, ça s'est mieux passé. On a fait un exercice sur un autre scénario, hein, complètement différent, et puis ça s'est mieux placé. Là, on savait qui allait répondre, comment on s'organisait, comment on se mettait à table, etc., et qui intervenait. Bon, et qui étaient les remplaçants aussi, hein. Et quand même, c'était pas terrible, quoi, hein, encore. Donc j'ai décidé de faire un troisième exercice. Et bien le troisième exercice, c'est ce que je dis, ça a été la réalité. Mais si on n'avait pas fait ces deux exercices avant, si on n'avait pas anticipé, on aurait été vraiment mal. Parce que c'était pas acceptable. Et l'anticipation est venue aussi du travail qui a été fait, de l'analyse des risques qui ont été faits. Bon, il s'agit d'exploitation pétrolière. Le risque majeur sur une exploitation pétrolière, c'est le blowout. C'est l'éruption incontrôlée, parce que la mère nature, si vous la dérangez et que vous ne le contrôlez pas, eh bien, il y a des gisements qui produisent pendant 50 ans, 60 ans. Une éruption incontrôlée, si vous n'arrivez pas à la contrôler, vous pouvez avoir un débit de gaz, d'hydrocarbures, pendant des années. Il y a des endroits, dans des endroits très déserts, en Russie, en Ukraine, où personne ne va, mais qui sont en blowout depuis des années. Merci beaucoup. Deuxième question par rapport à cette anticipation, et il faut peut-être que les spectateurs puissent s'imaginer en quoi l'anticipation est aussi fondamentale. Pouvez-vous partager des exemples concrets où un manque d'anticipation par rapport à une firme transnationale, notamment dans votre secteur, a porté de graves atteintes? Le meilleur exemple de non-anticipation ou de mauvaise non-anticipée, ça veut dire ne pas avoir pensé aux risques qui pouvaient arriver. C'est celui de BP dans le golfe du Mexique. Encore une fois, bon, désolé, mais c'est ma partie un petit peu. BP forait un puits par grande profondeur d'eau, c'est-à-dire c'est une technique qui était assez nouvelle. Il forait un puits par 2500 mètres d'eau de profondeur. Donc il y a 2500 mètres d'eau de profondeur avant d'aller gratter la croûte terrestre. Et ensuite vous pénétrez la croûte terrestre et ils avaient foré un puits qui était à peu près à 3000 mètres de profondeur. Hein. Bon. On fore en offshore et puis on a des systèmes de sécurité qui se mettent sur le fond marin. Eh bien, à sa décharge, BP, comme tous les opérateurs, nous n'avions pas pensé à la manière de ce qu'on appelle caper, c'est-à-dire de mettre un chapeau ou de remplacer le bloc obturateur de sécurité sur le fond marin. On n'avait pas penser à ce qu'on pourrait faire. On avait dit, ben oui, on fera comme on fait quand on a 100 mètres de profondeur,
on coupe la tête de pipe et on vient remettre un nouveau bloc obturateur. C'est ce qu'on fait en général, où on va aller forer des puits latéraux pour pouvoir tuer le puits qui est. Et là, il n'y a pas d'anticipation. Ce risque-là n'avait pas été évalué. Et du coup, il y a eu des balbutiements de la part de BP et de toute la profession, parce qu'on était tous concernés quand même, pour trouver une solution. Et ces balbutiements ont amené BP à prendre des décisions, à faire des essais qui se sont avérés catastrophiques et qui n'ont pas fonctionné. Et donc, ils ont été accusés de perdre du temps, de ne pas avoir... voilà. Et là, voilà, une bonne analyse de risque auparavant aurait fait comprendre que par ces profondeurs de l'eau, quand on descend quelque chose et qu'il y a du gaz qui sort et de l'huile, eh bien, ça va geler et qu'on ne va pas pouvoir fermer et obturer le puits. Et finalement, le puits a été tué par des techniques traditionnelles d'injection de puits latéraux qu'ils ont forés à partir d'à côté, quoi. Mais ça, c'est typiquement un manque d'anticipation. Ouais. Merci beaucoup pour votre réponse. À présent, je vais revenir sur l'introduction de la gestion de crise que vous venez de faire, et notamment que lorsque vous avez défini une crise, il y avait le caractère imprévisible de la crise. En cela, est-ce que Total, malgré tout, est confronté à des crises qu'elle connaît à l'avance et qui sont effectuées de manière régulière ? Alors, ces crises, oui. Alors, bon, Total, c'est un groupe qui est large, donc qui amont et aval. Donc, les crises peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre. Dans l'exploration-production, les crises traditionnelles, le risque majeur, encore une fois, c'est au moment du forage des puits et au moment de leur production, si jamais il y a une fuite incontrôlée ou un blowout. Il y a ça. Mais Total est soumis aussi aux crises géopolitique. Quand on travaille en Birmanie, quand on travaille en Ouganda, et qu'on est attaqué sur l'aspect environnemental, sur ce que l'on fait, déplacement des populations, etc., c'est certain qu'on anticipe ça aussi. On l'anticipe, et la meilleure manière d'anticiper tout ça, c'est justement de faire ce que l'on fait, des études d'environnement, d'impact environnemental, des EIA comme Environmental Impact Assessment, que l'on fait pendant des fois des années avant de mettre en exploitation ou avant de décider d'un projet. Donc ça, c'est aussi un autre type de crise sur lequel on est confronté souvent. À chaque fois qu'on va dans un pays à problème, ou effectivement dans un pays qui, comme l'Ouganda, le lac Victoria, c'est sûr que parfois ça peut faire tousser. Mais on se prépare, on a les arguments, et comme on a fait tout cet exercice auparavant de bien analyser, l'intérêt de Total, c'est pas d'être en crise, c'est pas de faire des choses qui sont contre nature, c'est d'aider et de produire parce que les besoins et les demandes sont là. Alors, donc il y a ce genre de crise aussi. Des crises corporate, on n'en a pas trop parce que je crois que dans le milieu pétrolier, on est relativement bien rémunéré. Donc il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Des crises juridiques, on peut effectivement avoir ce type de crise, oui. Mais c'est tellement diversifié qu'on a effectivement dans chaque branche de notre groupe des plans de contingency. On a réfléchi à ces choses-là. Et on a pratiquement les réponses déjà préparées. Parce qu'on sait qu'on va être l'objet de critiques. Et moi, j'ai travaillé en Birmanie pendant 2 ans. Ben, je peux vous dire que tout ce qui avait été dit, c'était pas terrible, quoi, hein. Et que dans la réalité, les Birmans étaient très contents de ce que l'on leur apportait. C'était du temps de San Suu Kyi. Une autre question maintenant. Comment la communication transparente a-t-elle un impact sur la confiance des parties prenantes ? Et tout cela pendant une gestion de crise, évidemment, et selon votre expérience. Bah, la transparence, c'est indispensable. On peut pas mentir à l'heure actuelle. On ne peut pas mentir
tout ce que vous pourrez dire, si vous cachez quelque chose, ça va se savoir à un moment ou à un autre. Des crises comme celle de Volkswagen, avec les émissions fictives qu'ils annonçaient, après les tests qu'ils faisaient, mais la voiture, elle, n'était pas conforme. Vous vous rendez compte que cette histoire est arrivée je crois que c'était en 2015, début 2015. En 2006, les États-Unis avaient lancé un avertissement en disant, à partir de 2007, on va vous demander de suivre ces règles de normes d'émission sur vos voitures. Volkswagen a lancé un projet de recherche et ils ont recherché. Et puis, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de contourner la loi et de dire, ben oui, on va faire des tests qui vont être bons, mais qui seront faits en laboratoire, etc., avec une petite boîte spéciale. Et puis, par contre, nos voitures, on va continuer à les équiper normalement. Quand en fin 2014 ou 2015, je crois que c'était ça, ouais, ils se sont... les instances de régulation aux États-Unis se sont aperçus que ces voitures étaient complètement en dehors, 40 fois plus d'émissions qu'autorisées. La première réaction du PDG, c'était de dire oui, nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir répondre à votre question, pourquoi ça s'est fait, quoi, hein. Mais il mentait. Il était lui-même à l'origine de ces trucs-là. Comment un PDG ne peut pas connaître ça? Il a été viré tout de suite. Tout de suite, l'histoire était remontée et on lui a dit mais attendez, depuis 2006, vous étiez au courant, et 2007, et maintenant qu'on regarde un petit peu dans vos papiers, on s'aperçoit que vous avez complètement... enfin, disons, vous avez triché sur toute la ligne et vous ne pouvez pas le reconnaître, quoi, hein, et vous ne voulez pas le reconnaître. Donc, on ne peut pas mentir. Moi, je sais que on est souvent attaqué. Dans le cas de la fuite de gaz et d'hydrocarbures sur la plateforme en mer du Nord, Greenpeace est venu nous voir. On avait fait des analyses de l'eau autour de la plateforme et puis à différents cercles autour de la plateforme. Et puis on avait annoncé nos résultats, enfin les résultats du laboratoire, en disant il n'y a pas de danger pour la faune et la flore. Greenpeace, mais on ne vous croit pas, on va aller prendre des échantillons nous-mêmes. On va partir avec notre bateau. Bon, alors on a dit, vous pouvez prendre des échantillons et vous n'allez pas aller avec votre bateau, parce que votre bateau, il n'est pas explosion-proof, et votre bateau, il risque de sauter quand vous allez approcher de la plateforme parce qu'il y a du gaz. Donc, on va vous amener avec un de nos bateaux, vous allez prendre vos échantillons, pas de problème, et vous ferez vos analyses. Ils ont pris, ils ont amené, ils ont pris des échantillons et j'en ai jamais plus entendu parler. Mais si on avait menti, si on avait dit quoi que ce soit, mais voilà. Donc il faut vraiment être honnête. Et je crois que il y a beaucoup de crises qui se seraient réglées beaucoup plus vite si on avait été honnête. Et si voilà. Et comme je l'ai dit, il faut être honnête et il faut dire les choses rapidement pour garder la main sur votre information, sur l'information qui circule. Et quand vous faites un communiqué de presse, un premier communiqué de presse, il faut le faire rapidement dans l'heure qui suit, avec les messages pré. Vous savez, les messages ils sont pré-écrits. Hein. Oui, Total reconnaît qu'il y a eu un incident sur une plateforme qui se situe à tel endroit, en mer du Nord. Et voilà, notre cellule de crise est mobilisée. Ça veut dire déjà, vous donnez le message. On est responsabilisé, on sait, il y a un problème, on va intervenir, on fait ce qu'il faut pour intervenir. On n'attend pas que ça se dégrade. Voilà. On est sur le pont. Donc, et ensuite, ben, vous développez et vous dites, voilà, il s'est passé ça, 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 factuel. Hein, n'allez pas inventer des choses. Et surtout, n'allez pas dire ce qui ne s'est pas passé. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous dites, je ne sais pas. Et puis vous dites, surtout, on vous reviendra vers vous pour vous donner les informations dès qu'on en aura. Ou au plus tard, dans 2 heures, vous aurez un nouveau point. Voilà.
Parce que sinon, vous allez avoir une infinité d'appels, de journalistes, de gens comme ça, qui vont vouloir savoir. Et comme chacun veut son scoop, ben voilà. Mais en leur donnant un tempo de l'information que vous leur donnez, ça va les calmer. Mais il ne faut pas mentir. Prochaine question, dans un volet plutôt environnemental. Comment Total prévient les atteintes environnementales, en plus des menaces résiduelles d'exploitation, notamment avec la menace que peut représenter l'écoterrorisme? Oui, alors là j'ai un peu répondu en parlant des études d'impact environnemental qu'on faisait systématiquement avant tout projet. Et c'est des études qui peuvent durer des années parce que vous étudiez la faune et la flore, son évolution, etc. Et on ne peut pas tout prévoir. Mais on le fait avec la plus grande attention. On a les réponses aux questions qui seront posées parce que le principe d'une gestion, d'une bonne gestion, c'est aussi de crise, c'est aussi de parler d'une seule voix. Oui, vous avez vu, ça parlait d'une seule voix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle. Ça veut dire que les gens qui parlent, et qui sont autorisés à parler, disent la même chose, racontent la même histoire. Et pour ça, il faut s'habituer à faire ce qu'on appelle un Q&A, quoi, des questions et réponses, questions et réponses. Vous vous mettez à la place des journalistes, à la place des gens à l'extérieur, et vous imaginez les questions qu'on peut vous poser, et vous préparez les réponses. Et chaque personne qui est en mesure de répondre à des journalistes, ou s'il le faut, aura la même version. Et parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître non plus. Hein. Si je suis directeur des ressources humaines, je ne sais pas si le problème de la fuite de gaz, elle est importante, très importante, pas importante, comment ça s'est passé, etc. Mais si on le questionne, il pourra avoir des éléments de réponse. Prochaine question. En tenant compte de votre expérience passée au Venezuela, au Qatar et en Écosse, avez-vous eu des enseignements qui peuvent être appliqués de manière universelle, que vous avez pu recevoir lors des gestions de crise? Des enseignements. Je crois qu'il faut encore une fois être ouvert, être honnête, et une bonne gestion de crise doit se faire, doit être préparée suffisamment à l'avance, et que les gens soient bien en phase, c'est-à-dire qu'ils aient l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'ils aient fait des exercices ensemble, et oui, je pense que c'est le plus important, quoi. Hein. Alors, moi, au Venezuela, j'ai eu un problème, j'allais dire, plutôt de sûreté en français, de sécurité en anglais, hein, mais de sûreté, avec, lorsqu'on faisait de la sismique à terre, et c'était une entreprise chinoise qui la faisait, et plus de 1000 employés qui travaillent sur une sismique. C'est énormément demandeur de personnel, hein, surtout à terre. Et le camp dans lequel étaient ces employés chinois était gardé par les militaires. C'était le premier projet d'hydrocarbures fait avec la nouvelle loi des hydrocarbures sous la présidence de Chavez. Il venait d'arriver au pouvoir, hein, c'était 2001. Et le gouverneur local apportait la protection de ces militaires pour garder le camp contre le grand banditisme et les choses comme ça qui sévissent quand même pas mal au Venezuela, surtout dans des places assez reculées. Donc, et puis tout d'un coup, le gouverneur, il a pris un coup de folie. Il n'était pas content parce qu'il demandait des choses que je ne voulais pas lui donner et que je ne pouvais pas lui donner. Et il m'a dit, bon, puisque comme ça, Philippe, j'enlève tous les gardes du camp militaire et démerdez-vous, quoi. Bon. Donc là, il a fait enlever toute la brigade ou les gens qu'il avait mis là dessus. Et je me suis retrouvé avec un camp qui était exposé à toutes les
exactions que pouvaient commettre des bandits de grand chemin, des voleurs sur les gens avec des Chinois qui étaient laissés pour compte, quoi, hein. Et là, donc, là, ça commençait à chauffer parce que les Chinois voulaient plus rester. Le gouverneur, lui, voulait plus rester. Et puis moi, mon projet, il capotait, quoi, hein. Donc, je suis allé voir Chavez directement. Et je lui ai dit, écoutez, président, si vous ne remettez pas une équipe si votre gouverneur, parce qu'il était du même groupe politique, si votre gouverneur ne remet pas ses militaires pour garder le campement et ce que l'on est en train de faire, comme je suis le seul projet de votre nouvelle loi des hydrocarbures et le premier projet, je crois que ça sera une très mauvaise publicité pour vous. Alors, à la Chavez, il m'a dit, Cogno, viens prendre un petit cafecito et tout ça. Bon, alors on a pris un café, et puis le lendemain, les militaires étaient revenus sur le camp. Mais il avait compris. Mais on n'était pas loin d'une crise importante, hein. Au Qatar, j'ai eu un autre problème, c'était plutôt un problème géopolitique. Alors, géopolitique, parce que géographiquement, c'était le Qatar, mais c'était aussi un problème de géologie. On a eu un géologue français qui était marié à sa femme était iranienne-américaine. Elle avait les deux nationalités. Et notre géologue, tranquillement, allait souvent en Iran chez sa belle famille, hein, et puis il faisait souvent des voyages à Téhéran depuis Doha. Et un jour, un soir, j'ai un coup de fil de son collègue qui travaillait avec lui, et ils rentraient tous les deux en voiture là où ils habitaient. Et puis le collègue dit écoute, il y a une voiture qui nous a coincés, qui nous a serrés sur le côté. Olivier a été pris par le callback, il a été sorti de la voiture, et moi ils m'ont laissé, et il est parti. Ils sont partis avec lui. Alors j'ai dit ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je vois mon Youssef, mon spécialiste, qui est un ancien des services secrets de Doha, là, qui parlait très bien français aussi, et qui travaille avec moi en public relations, quoi. Bon, et je lui dis, Youssef, tu peux pas te renseigner? Il dit si, je vais regarder, quoi. Et puis il revient quelques heures après et il me dit, écoute Philippe, on m'a dit, Youssef, tu t'occupes pas de ça, c'est très très grave, donc tu laisses tomber. On te dira rien. Hop, j'ai dit alors là. Alors du coup, alors je fais le processus habituel. Enfin, le processus habituel, bien entendu, je préviens l'ambassade. Bien entendu, j'essaye de calmer sa famille directement là-bas, à Doha. Et puis un jour se passe, et puis on ne savait pas ni où il était. L'ambassade ne pouvait pas savoir où il était. On n'avait pas d'informations. Youssef me dit 2 jours après, il me dit t'inquiète pas, il est en bonne condition. On m'a dit qu'il était en bonne condition, etc. Ça a duré 3 semaines. Il est resté 3 semaines. On n'a pas eu de nouvelles. Mais la crise avait commencé parce que les droits de l'homme avaient été prévenus. La famille française s'étonnait de ne plus avoir de nouvelles de leur enfant. On commençait à alerter un certain nombre d'organismes aussi. Et donc on se retrouvait dans une situation où médiatiquement on était très 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 exposé, quoi. Et 3 semaines après, le géologue a été relâché. Donc immédiatement il est venu chez moi parce que je voulais le faire partir très vite, retourner en France, hein. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, il me dit que ça faisait 6 mois. Ils m'ont fait écouter des choses. Bon, ça faisait 6 mois qu'il était sur écoute dans sa maison. Et on lui a dit que les relations que sa femme avait à Téhéran n'étaient pas des bonnes relations. Et donc, il le suspectait d'avoir vendu des informations géologiques sur la production, sur le réservoir de gaz, qui est commun aux 2 pays, hein.
il y a un grand réservoir de gaz qui est commun entre exploité du côté dans les eaux territoriales du Qatar par les Qataris et puis de l'autre côté par les Iraniens. Et donc les Iraniens l'avaient soupçonné les Qataris l'avaient soupçonné d'avoir vendu des informations. Bon, alors ça c'était du géopolitique. Et puis la crise technique là, de mer du Nord. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Nous allons passer aux questions des spectateurs. Alors levez bien la main et puis nous allons faire passer le micro. Merci pour votre conférence. J'ai deux questions. Est-ce que la crise du Covid a été bien gérée par la Chine, les États-Unis, l'Europe, par exemple? Première question. Et actuellement, la crise en mer Rouge des Houthis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une vraie crise? Vous parlez de la crise ukrainienne et Poutine? Les bateaux qui sont attaqués par les Houthis. Ah. Alors, écoutez, sur le premier point, le Covid, est-ce que ça a été bien géré? C'est une crise systémique, ça. C'est un peu comme... ouais. C'est difficile à dire. Il y a eu sûrement des erreurs. Mais il y a, je sais, enfin je ne suis pas un spécialiste dans l'administration ni dans les... je sais que c'est quelque chose qui était prévu. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une précipitation, l'histoire des masques qui n'était pas là, la gestion le confinement et tout ça? Vu moi de ma part, je pense que ça a été, en France en tout cas, oui, ça a été bien géré. Avec bien sûr l'acceptation de la majorité des Français de se mettre conforme avec ce qu'on leur demandait de faire, quoi, hein. Mais je pense que c'était l'intérêt de tout le monde. Alors, est-ce que l'ampleur de cette crise a été suffisamment anticipée avant? Elle n'a pas été anticipée, mais je veux dire, les actions qui ont été prises, à mon avis, ont été bien prises et ont porté leurs fruits. Maintenant, les problèmes des bateaux qui sont attaqués par les Houthis là, du Yémen, est-ce que c'est une vraie crise? Oui, médiatiquement, c'est une escalade dans un problème qui est lié, bien sûr, au comportement et à la guerre au Moyen-Orient, là, entre Israël et Gaza, et les Palestiniens. Mais je dirais que la solution de faire partir les bateaux par le sud est probablement quelque chose qui avait été anticipé. Alors, je ne sais pas vous répondre sur cette question, sur Gaza. Oui. Merci pour votre conférence. J'ai 3 petites questions à vous poser. Quand vous faites un exercice, qui monte l'exercice? Parce que vous ne pouvez pas à la fois être juge et partie. Donc, est-ce que vous désignez une équipe et après vous jouez le jeu? Mais en gros, il y a un directeur d'exercice qui n'est pas vous. La deuxième question, elle porte, est-ce que vous avez vu des gens se révéler dans la crise? Est-ce qu'après, vous en avez tenu compte, je dirais, dans votre management? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens, vous en avez dit le plus grand bien à la direction et ce sont des gens qui ont progressé? Et inversement, est-ce que vous avez vu des gens s'effondrer un peu dans la crise et là, vous leur avez dit, écoutez, cher ami, n'hésitez pas à aller bosser ailleurs que sur une plateforme, chez BP. Merci. Ouais. Et puis, la dernière question, les métiers de la gestion de crise. Est-ce que vous avez
des gens dont c'est le métier, ou est-ce que c'est vous, hein, ou votre équipe rapprochée, qui vous vous êtes formé à la gestion de crise, et donc ce n'est pas un métier à temps plein? Merci pour ces questions. Pour la première, les exercices. Évidemment, on n'est pas maître des exercices. Les exercices sont faits, en général, il y a des cabinets consultants qui sont très bien formés à ça. Il y en a plein, hein, partout dans le monde. Là, c'était en Écosse, donc en UK, il y en a des très bons. Donc ces gens-là, effectivement, montent un scénario. Alors le scénario, pour qu'il soit réaliste, ils sont obligés de le faire avec au moins une personne ou deux personnes de l'équipe, de la filiale ou de votre comité directeur, de manière à ce que ce soit réaliste et puis que ça corresponde à quelque chose, qu'on ne soit pas en train de se dire, bah, de toute façon, ça ne peut jamais se passer, ça. Hein. Voilà. Donc là, ils sont très, très utiles, ces gens-là, pour effectivement jouer des rôles après, de journalistes qui appellent, de demandes impromptues, de vous envoyer une nouvelle information qui vient du théâtre des opérations, parce qu'il y a l'escalade qui monte, et donc il y a la pression qui monte, il y a plus de morts, on ne les connaît pas, il y a des blessés, etc. Donc ça, c'est typiquement un travail de cabinet consultant, avec effectivement un insight un peu pour pouvoir être réaliste dans le scénario. Un exercice, ça dure 5-6 heures. Hein. Bon, ça peut commencer n'importe quand, par contre. Hein. Et voilà. Ensuite, votre deuxième question, c'était sur... Ah oui, ceux qui se révèlent. Oui, alors, j'avoue que oui, il y a eu les deux. Il n'y en a pas eu beaucoup qui se sont révélés dans le mauvais sens. Mais il y en a eu un. Et j'ai été très, très surpris de son attitude. Donc, effectivement, c'était pas quelqu'un qui était dans le team et dans le... qui n'était pas là pour nous aider, visiblement, et qui s'en fichait un peu, qui était très, très, très éloigné de nos soucis. Par contre, j'en ai trouvé des qui étaient très, très, très bons et qui se sont bien passés, qui se sont donnés à fond. Dans une crise, c'est amusant comme les gens, surtout les employés, ils veulent tous aider. Et la difficulté, c'est souvent de leur dire, écoutez, on a un business, le business doit continuer. Ce n'est pas parce qu'il y a une plateforme sur les 10 qu'on a en mer du Nord où il y a un problème qu'il faut que tout s'arrête. Mais ils sont tellement pris, ils veulent tellement faire de choses que ça leur est difficile de continuer à faire leur travail normalement sans dire qu'ils ne servent à rien, quoi, hein. Alors en fait, vous n'avez pas besoin de tout le monde, vous avez besoin d'un certain nombre. Donc, mais ça, c'était une révélation aussi, de voir l'importance avec laquelle ils voulaient absolument aider. Et la difficulté qu'on a à leur dire de ne pas aider. Et... alors, je reviens sur les cabinets consultants. Ces gens-là, vous pouvez les inviter au moment de votre crise parce qu'ils ont les réflexes et seulement si vous leur demandez, moi ça m'est arrivé de dire viens, et puis à un moment j'arrête et je dis est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Et là, ils peuvent de nouveau vous conseiller en fonction de leur temps. Et la dernière question, c'était, pardon? Ah oui, les métiers. Non, je crois que la gestion de la crise, nous, on l'a faite souvent, on l'a faite par nous-mêmes et avec nos moyens. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Quand vous avez une crise, la première chose que vous allez avoir, s'il y a surtout des gens blessés, des gens morts, ou s'il y a des interrogations sur qui est blessé, qui est mort, etc., la première chose que vous allez avoir, c'est un nombre incalculable de coups de téléphone qui vont arriver au standard de votre entreprise. Bon. Une des choses que vous faites et qu'on faisait, nous, c'était que dans les exercices,
nous avions préparé un certain nombre d'assistantes, en général les assistantes qui travaillent au RH, à venir faire les standardistes de manière à répondre aux gens. Alors vous avez les gens, dans nos communiqués, c'est ce que je veux dire, on prépare des communiqués, on prépare aussi un numéro de téléphone que l'on va donner dans ces premiers communiqués en disant voilà le numéro de téléphone pour les médias, pour les journalistes, pour les gens qui veulent. Et voilà le numéro de téléphone pour les familles ou pour les gens personnellement. Et là, quand une crise arrive comme on l'a eu, immédiatement, on appelle au moment de la crise 5 ou 6 de ces assistantes qui viennent et qui ont déjà une salle préparée avec des téléphones et qui vont pouvoir recevoir les appels qui vont arriver à ce numéro de téléphone, de manière à ce que les gens n'attendent pas, de manière à ce que les gens n'aient pas un répondeur automatique qui leur dise... souvent, il y a des grandes entreprises qui oublient de changer le message même au moment de la crise. Et alors, vous en avez comme une grande surface, là, où vous entendez « Eh, nous sommes fermés, rappelez demain matin », alors que, bon, on veut savoir si on a acheté le produit qui est dégueulasse ou pas, quoi, qui est mauvais, quoi. Donc là, il faut faire très attention aussi à casser cette routine et avoir des standardistes, et qui sont un peu déjà RH, c'est-à-dire qui ont cette sensibilité, qui ressentent un peu d'émotion et puis qui arrivent à partir à un peu d'empathie pour répondre. Donc ça se fait, mais en interne. Et c'est bien plus apprécié d'ailleurs par les gens des familles, les familles des victimes ou des gens, d'avoir quelqu'un de la compagnie qui leur répond directement. Et voilà. Et donc on n'a pas de... Évidemment, le directeur de la communication, il a un rôle important dans cette chose-là. On est formé parce que, comme beaucoup, on est formé, par exemple, nous, en tant que cadre, etc., à répondre aux journalistes. Et on apprend à répondre aux journalistes, parce que le journaliste a des techniques pour vous mettre dans un coin et puis vous forcer à vous dire des choses que vous ne voulez pas dire. Ou puis, voilà. Et souvent, physiquement, vous vous sentez agressé, parce que vous commencez là, ici, puis petit à petit, il va vous pousser là, avec le micro dans le coin, et puis à la fin, vous allez avoir le dos au mur et vous dites, ça y est, je suis coincé, quoi. Hein. Mais je vous assure, hein, ça peut être vous pouvez le ressentir comme ça. Et donc, on vous apprend à des techniques pour, évidemment, répondre aux questions qui sont posées, mais ne pas répondre à côté et ne pas rajouter des choses qui n'ont rien à voir, juste pour le plaisir de donner une information, quoi. Hein. Mais je ne crois pas qu'il y ait de groupe. Et puis comme je vous l'ai dit, on ne délègue pas la gestion d'une crise. Le PDG doit... Lactalis, c'est pour ça, je vous le dis, hein, je reviens là-dessus, Lactalis est un exemple de gestion de crise tout à fait désuète. Désuète dans le sens où le patron, Emmanuel Bénier, qui est peut-être un homme brillant, ne communique pas du tout. Il ne veut pas communiquer ni avec les journalistes, ni avec les médias, etc. Et le jour où un journaliste l'a rencontré dans le train entre Paris et Rennes, il a été obligé de répondre, quoi, hein. Mais il a dit, ouais, moi je veux pouvoir prendre mon train comme tout le monde. Voilà. Mais en période de crise, ce n'est pas tout le monde qu'on veut. On veut le patron. Et il a été obligé, il a été sommé de se présenter pour parler, pour dire, pour expliquer. Il l'a fait sans empathie. Au départ, c'était son directeur de la communication, très gentil d'ailleurs, mais il n'y a pas d'empathie dans ce qu'il disait. Un communiqué de presse, un communiqué, on se demandait même s'il pensait aux enfants malades. Donc ça, c'était un exemple de mauvaise distribution. Et la première chose qu'il a faite aussi, c'est de dire, mais ce n'est pas notre faute. C'est la faute du laboratoire qui a fait 16 000 analyses dans l'année, là, et il n'a pas été foutu de nous dire qu'on avait une bactérie là, qui était en train de... Voilà. Donc, voilà. Ça, jamais faire. Jamais. Dites les faits rapidement, mais ne mettez pas la faute sur quelqu'un rapidement. Faites-le après. Mais même si vous en êtes convaincu au départ, c'est vous qui êtes sur la sellette. C'est pas quelqu'un. BP a fait la même chose.
BP a fait la même chose avec Halliburton, qui est une compagnie qu'ils utilisaient beaucoup pour préparer la cimentation, pour préparer des tas de choses. Et ils ont dit, c'est la faute d'Halliburton parce que le ciment, il n'a pas pris. C'est la faute du contracteur de forage parce que son outil de fermeture des BOP n'a pas fonctionné. À la fin, BP a payé ça leur a coûté 82 milliards de dollars, cette histoire. Dont 18 milliards de dollars seulement, j'allais dire, d'amende du gouvernement américain. Tout le reste, c'était la remise en état des sols, le nettoyage, les indemnités, etc. 82 milliards de dollars, c'est pas rien. Heureusement qu'ils avaient les reins solides. Alors, voilà. Lactalis, ils attaquent maintenant le laboratoire en demandant un dédommagement de 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros. Alors que, bon, il a fallu les pousser pour qu'ils retirent tous les... alors là, cette crise-là, elle est assez particulière parce qu'il y a eu aussi des erreurs au niveau de la distribution, de la grande distribution. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Oui, je voulais savoir, vous avez parlé de l'importance de l'honnêteté dans la communication, et je voulais savoir si vous aviez un exemple concret d'une entreprise qui, dans une situation où elle était compromise parce qu'elle était en tort, a choisi de mener une communication très honnête en reconnaissant absolument tout, et qui par la suite lui a été favorable au niveau de sa réputation. Je ne sais pas, une compagnie qui a eu du mal à reconnaître ses torts, c'est Lafarge, par exemple, avec leur histoire en Syrie. Alors, est-ce que c'est de ça dont vous voulez parler? Non, je voulais savoir si une entreprise qui a commis une faute et qui choisit justement l'honnêteté dans sa communication est parvenue à sauver sa réputation alors qu'elle était clairement en tort pendant une crise. Alors, des exemples... oui, enfin, je ne sais pas. J'ai des exemples sur... je ne sais pas, par exemple, il y a eu une histoire avec les barres Mars dans lesquelles ont été retrouvés un petit morceau de plastique. Je crois que c'est Mars, c'est Nestlé, je crois aussi. Je ne sais pas. Enfin, bon, le groupe qui s'occupe de Mars n'a pas hésité une seule minute pour retirer toutes les barres Mars qu'il y avait sur le marché. Immédiatement. Ils ont pas attendu. Ils n'ont pas fait comme Samsung avec le Galaxy Note, là, numéro 7, là, où ils ont commencé par dire alors ça c'est un exemple si vous voulez aussi. Galaxy a commencé par dire honnêtement, c'est un problème de batterie. Et puis ils ont rappelé tous les types les téléphones qui étaient de ce type-là avec ces batteries. Et puis ils ont pris une autre batterie, puis ils ont dit voilà, maintenant c'est bon. Et ils ont fait ça un peu vite. Parce que moins de 3 semaines après, ça a commencé à brûler de nouveau, et dans les avions. Et donc, là, ils ont été très vite en communication au début, ce qui était très bien, mais ils ont dit avoir trouvé la solution trop rapidement. Donc, ils ont été obligés, à ce moment-là, de rappeler et à ce moment-là, Samsung, c'était pas terrible, quoi, hein, personne n'en voulait plus. C'était interdit même dans les avions. Et ils ont mis 700 chercheurs pendant 6 mois à regarder, et puis ils ont retiré tous les. Ils n'ont pas souffert du tout de leur réputation. Leur réputation est redevenue normale. C'est rare quand même qu'une compagnie ne s'en sortent pas finalement. Regardez Lactalis, malgré toutes les erreurs qu'ils ont fait, ça leur a coûté 300 millions. Cette histoire de crise, c'est rien du tout comparé aux milliards de dollars de BP, quoi. Hein. Et ils demandent 1 milliard de dommagements. Bon, mais c'est comme ça, quoi. Hein. Mais non, la réputation, c'est vrai, elle est peut-être plus longue à récupérer, mais pour des grosses entreprises comme ça, ils ont tellement de cordes à leur arc et puis on a tendance à vite oublier, nous, hein, aussi. Cette conférence touche donc à sa fin. Je voudrais remercier d'abord M. Guis qui a accepté de réaliser cette conférence. Je voudrais remercier également l'ensemble de l'association Politeia et tous ses membres
pour avoir permis cette conférence et notamment l'organisation. Et je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus à cette conférence. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Mm-hmm.